c'est une question difficile et qui va être assez malcommode de cerner. Mais enfin, il y a en effet, et je pense que c'est là la raison de votre question, une apparente contradiction dans la position de la délégation française, qui d'une part refuse la représentativité au FLN que celui-ci demande, mais en même temps ne veut pas borner ses négociations aux garanties de l'autodétermination comme le souhaite alors le FLN, mais veut passer un certain nombre d'accords précis, organiques, pour après l'autodétermination. En fait, cette contradiction n'est qu'apparente, parce que la France, et ça M. Jox l'a rappelé lors de sa conférence de presse de vendredi dernier, la France offre à l'Algérie en somme 3 options. La troisième, on en parle moins, mais elle existe toujours, c'est la francisation. Elle offre en dehors de cela l'association ou bien l'indépendance totale. Le FLN est persuadé, il prétend que la francisation étant exclue, l'autodétermination lui donnera automatiquement le pouvoir. Donc la position de la France, c'est de donner le choix au peuple algérien, mais puisque le FLN prétend que c'est lui qui sera choisi par le peuple algérien, il est donc normal que ce soit avec lui que l'on prenne des garanties qui pourront être par la suite révisées, qui pourront être revues après l'autodétermination, mais il est évident qu'il y a pour la France des problèmes très précis, très importants, au premier chef celui des Français de souche qui habitent l'Algérie, il y a quand même celui des bases, et puis il y a également le problème du Sahara et des installations pétrolières françaises au Sahara, et sur lesquels il convient qu'il y ait dès à présent des garanties de prise, quel que soit ensuite le gouvernement futur de l'Algérie. Alors la réponse à votre question, c'est que d'une certaine manière, dans l'absolu, le FLN peut évidemment, en suivant ce raisonnement, peut s'engager et prendre un certain nombre d'accords dès maintenant. Maintenant, le peut-il en fonction de lui-même, ça, ou exactement le veut-il, ça c'est un autre problème, parce qu'on s'aperçoit ici que dans le fond, la plus grande difficulté pour le FLN à Évian, c'est d'effectuer une sorte de reconversion sur lui-même. Il doit passer du stade de révolutionnaire, avec des doctrines très précises et très abruptes, à celui des problèmes précis, urgents, techniques, qu'il faut régler. Il semble que le FLN ait quelque mal à opérer cette reconversion. Il semble qu'il ne réussisse pas encore tout à fait à la faire, et à ce point de vue-là, la toute première réaction qu'il a eue lors de l'annonce de la trêve déclenchée par la France a été un signe. Il a répondu par un langage révolutionnaire. Par la suite, ce langage s'est modifié. Il semble donc que tout doucement, le FLN s'achemine vers cette maturité politique qu'il lui faut acquérir s'il veut jouer par l'avenir, plus tard, le rôle qu'il prétend vouloir jouer. En droit, le FLN n'est pas autorisé à engager l'avenir de l'Algérie. Et d'ailleurs, tous les jours, il avance cet argument aux interlocuteurs français pour se refuser à parler de l'association, des garanties aux Européens, bref, de ce qu'on appelle, entre guillemets, l'avenir de l'Algérie. Il faut faire comme si le FLN était représentatif. Il faut lui reconnaître une sorte de vocation à la représentativité, une sorte de représentativité potentielle. Il faut discuter dès maintenant comme si, effectivement, c'est lui qui sera demain aux commandes de l'État algérien. Qu'on a commencé à parler officieusement, sinon officiellement, d'une vocation du GPRA à la représentativité. Autrement dit, on dit, si le GPRA est capable de faire des accords avec nous, alors il aura démontré à Évian même sa représentativité et nous la reconnaîtrons en droit après l'avoir reconnue en fait. Le FLN peut s'engager pour l'avenir d'Algérie. Depuis les événements de décembre dernier, il n'existe aucun doute que le scrutin démontrera de façon éclatante la position déterminante du FLN auprès de la population algérienne. En plus, avant et après le scrutin, le FLN représente la seule force en Algérie qui dispose d'un réseau, c'est-à-dire d'une infrastructure dans la population. Est-ce que ceux qui ont décidé le 1er novembre 1954 de faire la révolution, de prononcer l'insurrection, de faire la levée en masse et l'appel aux armes, ont, en ayant seulement posé le problème et en ayant été les guides du peuple algérien pendant ces 7 années d'insurrection, acquis le droit de profiter personnellement de l'indépendance qui sera au bout soit de l'autodétermination, soit de la négociation. C'est un problème qui peut être résolu par des précédents. Nous pouvons, si vous voulez, faire appel à celui de De Gaulle, en exil au moment de Londres. On ne se demandait pas
quel était le degré de représentativité du comité de libération nationale que dirigeait le président de la République française actuelle, il pouvait parfaitement, aux yeux des Alliés, engager l'avenir. Il est bien évident que l'Algérie, et c'est le général de Gaulle qui l'a déclaré lui-même, que l'Algérie sera un pays souverain avec ou sans le FLN. Je crois pour ma part que pour l'avenir, en assistant bien sur le caractère provisoire qu'il entendrait donner à de tels accords, en attendant française, conduite par un membre du gouvernement, un ministre français, négocie à Évian avec une délégation du FLN, comment peut-on nier que cette délégation du FLN soit plus qu'une autre tendance algérienne, pour autant qu'il en existe d'autres? Vous n'êtes pas représentatif pour en discuter, parce que vous n'êtes ici qu'en tant que représentant des combattants d'Algérie, et au Sahara, il n'y a pas de guerre, donc pas de combattants. Donc vous ne pouvez pas discuter à fond du problème du Sahara. Et c'est une question qu'on a mis un peu dans le tiroir. Alors, dans ces conditions, il n'est pas possible, à mon avis, que le GPRA aille plus avant dans la discussion de l'avenir de l'Algérie, et c'est bien dommage. Mais ce qui s'est passé est qu'une situation curieuse s'est développée dans laquelle les deux côtés, dans la négociation d'Évian, sont en train d'employer chacun les arguments de l'autre. Le FLN dit en effet que puisque la France ne reconnaît pas sa représentativité formellement, il ne peut pas prendre des engagements pour l'avenir de l'Algérie. Et les négociateurs français disent en effet que puisque le FLN se considère représentatif, il est en mesure d'engager l'Algérie de demain, même sans la reconnaissance de la France. La réponse à la question est plutôt est-ce que le FLN va vouloir parler de l'avenir avant l'indépendance, plutôt que est-ce que le FLN peut en parler? Juridiquement, peut-être l'FLN n'est pas un représentant élu du peuple algérien, mais je crois qu'il y a peu de doute qu'elle a le soutien, le support de la majorité, une très grande partie du peuple algérien, et qu'elle représente certainement l'élite intellectuelle des Algériens. Les événements du mois de décembre de l'année dernière ont d'ailleurs montré qu'elle est certainement soutenue par le peuple quand le drapeau de le FLN est apparu dans les rues d'Alger. Et je crois que c'est à ce moment-là que le gouvernement du président de Gaulle a reconnu qu'il fallait accepter le FLN comme interlocuteur valable, égal et dans une certaine mesure représentatif. Qu'il y ait une difficulté, c'est certain. Et la difficulté, c'est celle-ci. Le FLN, qui ne demande pas d'ailleurs à être reconnu comme GPRA par le gouvernement français dans l'état actuel de les choses, pourrait ne pas se considérer comme qualifié pour prendre des engagements définitifs, profonds, graves, de nature politique, alors que son statut juridique n'est évidemment pas clair. Mais il ne faut jamais dissimuler un problème politique derrière un problème de procédure, derrière un problème juridique. En réalité, rien n'empêche de tourner la difficulté qui existe apparemment en concrétisant un accord sur le fond par une déclaration commune. Il y a eu dans le passé des déclarations communes entre des partis politiques nationalistes, en particulier en ce qui concerne le Maroc, et d'autre part le gouvernement français. Et il n'est pas impossible de considérer que la conférence d'Évian ne se terminera pas seulement, bien entendu, par un accord sur le cessez-le-feu, mais par une déclaration d'accord politique. Il me semble qu'il ne fait de doute pour personne que le FLN est véritablement représentatif du peuple algérien. Il en est en quelque sorte le fer de lance. Mais le gouvernement français, depuis cette année, a refusé de reconnaître sa qualité de représentativité. Et aujourd'hui, il me paraît impensable que du jour au lendemain, on érige le GPRA en gouvernement de fait de l'Algérie de demain. À l'inverse, il me semble tout aussi impossible que le GPRA accepte de signer des accords concernant le statut futur de l'Algérie, le sort des Européens ou l'exploitation du pétrole saharien,
tant qu'on ne lui reconnaît pas sa qualité de gouvernement provisoire. Nous sommes donc, semble-t-il, dans une impasse totale. En réalité, je crois que la négociation, c'est l'art de trouver des compromis, et que la méthode pour en sortir consisterait à prouver concrètement que la coopération est possible en Algérie en mettant sur pied une administration provisoire mixte dans laquelle le gouvernement français aurait ses représentants et le GPRA ses représentants également, tout cela jusqu'au jour de l'autodétermination. Vous me direz, que va devenir Évian si l'on met sur pied cette administration provisoire mixte? À quoi sert cette discussion? Eh bien, je pense qu'elle a un intérêt capital, qui est de prouver que les points de vue ne sont pas fatalement antinomiques et que l'on peut arriver, de part et d'autre, à brosser ensemble la maquette de l'Algérie future. Quels sont vos pronostics pour l'avenir de ces négociations? Mais les pronostics sont extrêmement difficiles à faire car on s'en rend compte s'il y a de part et d'autre une volonté, et je crois qu'elle est sincère de part et d'autre, d'aboutir, on s'aperçoit qu'il y a encore des différences fondamentales. Ces différences pourront-elles être surmontées? Je pense qu'il faut attendre encore quelques jours pour pouvoir répondre affirmativement dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Je crois que la négociation a véritablement commencé aujourd'hui. Je ne peux donc que n'être pas pessimiste. Écoutez, les pronostics sont difficiles à faire pendant cette 3e semaine de conférence. Sans aucun doute, on se trouve dans un cercle vicieux. Est-ce que vos pronostics sont optimistes malgré tout? Je crois que si on considère qu'il y a eu une guerre de presque 7 ans, n'est-ce pas, et que le ton, le fait qu'on est ensemble maintenant, tous les deux parties disent aussi qu'il y a un souci mutuel de continuer les pourparlers, c'est déjà une très bonne chose. La position actuelle du FLN est, je crois, très simple. Ils veulent qu'on reconnaisse l'indépendance de l'Algérie et à partir de ce moment-là, disent-ils, ou laissent-ils dire, à partir de ce moment-là, alors nous pourrions beaucoup mieux négocier. Vos pronostics? Depuis 2 jours, ils sont bien meilleurs. Je pense qu'étant entré dans le vif du sujet saharien, depuis 24 heures, 48 heures, c'est là le sujet le plus délicat. Je crois que personne ne peut encore se livrer au moindre pronostic dans ce domaine. Je n'hésiterai pas pour ma part à dire que j'éprouve quand même un certain optimisme à voir que depuis 15 jours, la discussion a quand même commencé sur des problèmes importants. Je crois qu'on ne peut faire absolument aucun pronostic. Tout le monde est d'accord pour estimer que le climat reste bon, mais que l'impasse reste totale sur le fond. Je crois que le seul pronostic qu'on peut faire, c'est que si un accord doit se dessiner dans les semaines qui viennent, il ne peut raisonnablement, ou plus exactement probablement, ne venir que de concessions françaises.